Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir quelques généralités sur la pharmacologie. Le corps humain est une merveilleuse machine capable de se défendre lors de menaces externes ou internes, ou de réaliser des fonctions physiologiques complexes tout en maintenant un équilibre et une homéostasie interne. Toutefois, dans certaines situations, notre corps a parfois besoin d'un petit boost ou d'une aide externe pour continuer à réaliser ses fonctions. Et c'est ici qu'intervient la pharmacologie. La pharmacologie est définie comme étant la science qui étudie les médicaments de leur source à leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi qu'aux différents effets biochimiques et physiologiques, de leurs mécanismes d'action, d'absorption, distribution et excrétion, et enfin de leurs usages thérapeutiques. Un médicament pourrait être défini comme étant toute substance ou produit qui, lorsque administré à un organisme vivant, induit un changement de fonction ou produit un effet biologique. Généralement, un médicament fait référence à toute substance utilisée pour modifier ou explorer des systèmes physiologiques ou modifier, explorer, diagnostiquer, guérir ou traiter des états pathologiques. Chaque médicament est composé de plusieurs substances représentées par une ou plusieurs substances actives ou principes actifs qui constituent la base du médicament et qui présentera un effet pharmacologique et un intérêt thérapeutique démontrés cliniquement, et les excipients qui constituent les substances auxiliaires inertes sur le plan pharmacologique et qui permettent de conférer à la substance active une consistance donnée, ainsi que d'autres caractéristiques physiques ou gustatives particulières au produit final, sans interagir avec le principe actif. Les médicaments se présentent sous différentes formes galéniques ou formes médicamenteuses, solides comme les poudres, comprimées ou suppositoires, liquides comme les solutions aqueuses, les suspensions ou les lotions, semi-solides comme les crèmes ou les gels, et enfin les gaz et les liquides volatiles peuvent être administrés par inhalation dans l'air, ou de l'oxygène à l'aide d'un masque facial, d'un tube endotrachéal ou d'un embout buccal. Les liquides non volatiles et les fines particules solides peuvent elles aussi être aérolysées pour être inhalées. Ces différentes formes peuvent être administrées par diverses voies. La voie utilisée dépendra du médicament et de facteurs liés au patient. Il existe essentiellement deux voies d'administration. La voie locale, utilisée pour les lésions locales retrouvées au niveau de sites accessibles et pour lesquelles l'absorption systémique est minimale ou absente, et elle peut être représentée par l'application externe du médicament sur une surface par une action localisée comme dans le cas de lotion ou de crème, les inhalations administrées pour une action sur les bronches, par exemple le salbutamol, ou les médicaments administrés par voie orale pour une action sur la muqueuse de l'appareil digestif, peuvent aussi être considérés comme des médicaments à voie locale. Enfin, les injections intra-articulaires, les infiltrations autour d'un nerf et les différentes administrations dans les tissus profonds constituent, elles aussi, des exemples de voie locale. La seconde voie d'administration est représentée par la voie systémique. Un médicament administré par cette voie est destiné à être absorbé dans la circulation sanguine et distribué non seulement dans le site d'action, mais aussi dans d'autres tissus. Des exemples de cette voie sont représentés par l'ingestion orale, mais qui cette fois n'a pas pour but d'agir seulement sur la muqueuse de l'appareil digestif, l'administration sublinguale, rectale ou cutanée comme pour les patchs transdermiques, les inhalations qui ont une action systémique comme pour les anesthésies générales, l'administration par voie nasale ou encore parentérale comme les injections sous-cutanées, intramusculaires, intraveineuses ou encore intradermiques. Peu importe la forme ou la voie d'administration, chaque médicament est utilisé pour cibler un mécanisme, un organe ou un système précis, et différents médicaments seront donc utilisés selon les différentes circonstances. Dans le cas où le corps humain est menacé par des organismes envahisseurs tels que les bactéries, les virus, les champignons ou les parasites, ou des cellules cancéreuses caractérisées par des altérations chromosomiques de prolifération incontrôlée et d'envahissement, une thérapie médicamenteuse
Plus précisément, la chimiothérapie anticancéreuse ou antibactérienne, appelée aussi antibiothérapie, sera utilisée, soit pour tuer directement les organismes envahisseurs ou les cellules cancéreuses, soit pour réduire leur nombre à un nombre gérable par le système immunitaire. Dans d'autres cas, des médicaments sont utilisés lorsqu'il y a un trouble dans l'homéostasie et l'équilibre chimique endogène. Par exemple, lorsque la quantité d'une substance endogène est insuffisante pour les fonctions normales, il est possible de l'apporter à partir des sources extérieures de l'organisme, c'est-à-dire un apport exogène, et ces exemples incluent l'insuline utilisée pour le diabète et la dopamine pour la maladie de Parkinson. Des substances endogènes peuvent aussi être en excès, dans le cas par exemple de la formation d'ulcères provoqués ou exacerbés par l'excès d'acide gastrique. Certains médicaments pourront donc soit réduire directement les niveaux d'acidité gastrique, c'est le cas des antiacides. D'autres médicaments peuvent inhiber la sécrétion d'acide, tels que les antagonistes de l'histamine sur les récepteurs H2 des cellules pariétales, ou enfin, d'autres médicaments peuvent interférer avec la pompe à protons qui transporte l'acide à travers les cellules pariétales. Enfin, les médicaments peuvent être utilisés pour moduler les processus physiologiques, notamment en modifiant la communication biochimique normale dans les processus cellulaires ou physiologiques. Ils peuvent par exemple imiter ou bloquer les neurotransmetteurs ou les hormones. Ils peuvent aussi cibler des enzymes, l'ADN ou des composants du processus de signalisation comme les récepteurs. Ils peuvent enfin avoir d'autres mécanismes d'action, par exemple en agissant comme agents chélatants, antimétabolites ou des agents nutritionnels tels que les vitamines ou les minéraux. Maintenant qu'on a vu pourquoi on utilise les médicaments, voyons d'où ils proviennent et comment ils sont développés puis mis sur le marché. Chaque année, de nouveaux médicaments sont mis sur le marché et cet ajout est nécessaire pour plusieurs raisons, notamment l'augmentation de la résistance des bactéries et autres parasites et la découverte de nouveaux processus cibles pour des maladies qui n'ont pas été correctement traitées ou pour de nouvelles maladies. Le développement d'un médicament est un processus long d'environ 10 ans qui comporte plusieurs étapes. Ce développement débute généralement par une phase de découverte ou de recherche exploratoire, au cours de laquelle il y aura d'abord extraction et exploration de molécules des sources naturelles, modification chimique de substances actives connues, élucidation et découverte d'une nouvelle cible médicamenteuse, ou encore une conception rationnelle d'une nouvelle molécule basée sur une compréhension des mécanismes biologiques et de la structure des récepteurs des médicaments. L'étude des différentes substances actives qui sont obtenues à partir de sources naturelles, biologiques ou minérales représente la pharmacognosie. La pharmacognosie désigne la science qui étudie les matières premières et les substances à potentialité médicamenteuse d'origine biologique, c'est-à-dire issues soit de végétaux, d'animaux, de champignons ou de microbes, ou minérales. Mais généralement, lorsqu'on parle de pharmacognosie, on parle surtout de l'étude des sources végétales de ces principes actifs, et grâce à la pharmacognosie, l'étude de l'écorce de sol par exemple, permettra de reconnaître le principe actif qui est l'acide salicylique. Les principes actifs peuvent aussi être des produits chimiques synthétiques ou encore des produits de la biotechnologie. Après synthèse et identification du composé, la phase des tests précliniques commence. Lors de cette phase, le composé est testé sur des animaux pour exposer l'ensemble du profil pharmacologique, c'est-à-dire l'activité et la sélectivité de la molécule. Ces expérimentations sont généralement réalisées sur un rongeur, puis sur un animal plus gros, et au fur et à mesure que cette évaluation progresse, les composés défavorables sont rejetés, de sorte que seuls quelques-uns atteignent le stade d'administration chez l'homme. Les tests effectués sont représentés d'abord par les tests de screening ou de dépistage, réalisés pour indiquer l'activité pharmacodynamique particulière recherchée, par exemple une activité hypoglycémiante ou analgésique. Ensuite, on passera aux tests sur organes isolés ou cultures bactériennes qui permettent aussi de détecter une activité spécifique, par exemple antihistaminique, antisécrétoire
vasodilatatrices ou antibactériennes. L'étape suivante est représentée par les tests sur des modèles animaux de maladies humaines, qui sont des tests réalisés sur des animaux présentant des maladies humaines. Par exemple, les rats hypertendus ou la tuberculose expérimentale chez la souris. Ensuite, sont réalisés des tests de confirmation et d'activité analogue où les composés actifs sont repris pour une étude détaillée par des tests qui confirment et caractérisent l'activité, mais aussi d'autres tests qui permettent de tester d'autres activités analogues ou proches de l'activité centrale. Par exemple, l'activité antipyrétique et anti-inflammatoire d'un analgésique. Ensuite, sera étudiée la pharmacologie systémique indépendamment de l'action centrale ou principale du médicament. C'est-à-dire que les différents effets du médicament sur les principaux systèmes tels que le système nerveux ou cardiovasculaire seront étudiés. De plus, les mécanismes d'action ainsi que les mécanismes additionnels seront étudiés. Par exemple, les effets de blocage des canaux calciques et des récepteurs alpha-adrénergiques seront étudiés pour un anti-hypertenseur. Les tests suivants sont représentés par les tests quantitatifs qui étudient les relations dose-effet, l'effet maximal et la puissance-efficacité comparée avec les médicaments existants. Et enfin, seront étudiés la pharmacocinétique comprenant l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion, et la toxicité. Les tests de toxicité auront pour objectif de déterminer l'innocuité du composé chez au moins 2 espèces animales rongeurs et non rongeurs, et ils comprennent plusieurs étapes. D'abord, les tests de toxicité aiguë où des doses uniques croissantes sont administrées à de petits groupes d'animaux, dont les effets manifestes et la mortalité sont observés pendant 1 à 3 jours. La dose qui tue 50% des animaux est calculée. Ensuite, sont réalisés les tests subaigus où des doses répétées sont administrées pendant 2 à 12 semaines, selon la durée de traitement prévue chez l'homme. Les doses sont sélectionnées à partir de la dose efficace médiane, c'est-à-dire la dose qui est efficace sur 50% de la population ayant reçu le traitement, et de la LD50. Durant cette phase, l'effet manifeste, la prise de nourriture, l'hématologie et la toxicité sur les organes seront étudiés. Dans les tests de toxicité chronique, le médicament est administré pendant 6 à 12 mois et tous les effets étudiés lors de l'étape subaiguë sont à cette phase aussi examinés. D'autres effets tels que la carcinogénicité, la tératogénicité ou la mutagénicité sur les bactéries et les cellules mammifères sont aussi étudiés. À l'issue de ces expérimentations sera obtenu le candidat médicament qui constitue le composé qui satisfait les critères d'efficacité et de sécurité afin d'être utilisé dans les essais cliniques sur les humains. Avant de procéder aux essais, le protocole décrivant cet essai clinique ainsi que les différentes informations sur la composition, la source et les essais précliniques du médicament doivent être approuvés par des instances telles qu'un comité d'éthique et de recherche approprié ou l'EMA. La première phase des essais cliniques consiste à administrer le médicament à un petit nombre de volontaires sains, environ 20 à 80 sujets, parfois à des patients comme dans le cas des chimiothérapies cancéreuses, et cette première phase est réalisée sous stricte surveillance. Ainsi, toutes les fonctions vitales de chaque volontaire sont monitorées et des installations d'urgence et de réanimation sont disponibles. La première dose administrée est d'abord très faible, puis augmentée progressivement pour atteindre la dose efficace. Le but de cette première phase est de déterminer la tolérance, l'innocuité et de noter les effets secondaires, d'étudier les effets et paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques chez l'homme. La phase 2 des essais cliniques est représentée par la phase d'exploration thérapeutique et dosage. Celle-ci implique 100 à 500 patients sélectionnés selon des critères spécifiques et l'objectif principal est l'établissement et la détermination de l'efficacité thérapeutique, des doses et de l'effet plafond, c'est-à-dire la dose à partir de laquelle le fait d'augmenter la posologie n'apporte pas d'effet plus important. C'est l'efficacité maximale. À cette phase aussi, la tolérance et la pharmacocinétique sont aussi étudiées. Lors de cette étape, l'étude est majoritairement contrôlée et randomisée.
c'est-à-dire que les patients sont répartis aléatoirement et elle peut être réalisée en ouvert ou en aveugle, c'est-à-dire que le sujet, dans notre cas le patient ou le patient et l'observateur, ignorent le traitement administré. 3 est représenté par la phase de confirmation thérapeutique et de comparaison. Dans cette phase, les essais comparatifs randomisés sont généralement en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ainsi que l'observateur ignorent le traitement. Cette étude sera menée sur une plus grande population de patients par plusieurs médecins, généralement spécialistes du traitement de la maladie cible, dans de nombreux centres. L'objectif de cette phase est d'établir la valeur ajoutée du médicament par rapport à la thérapie existante, l'innocuité, la tolérance, ainsi que la pharmacocinétique sont évalués à plus grande échelle. Et enfin, les indications et les recommandations d'utilisation thérapeutique sont formulées. Les résultats sont favorables. Un dossier d'autorisation de mise sur le marché est soumis à l'EMA ou la FDA. Enfin, la toute dernière phase du développement d'un médicament est représentée par les études de surveillance post-commercialisation et de collecte de données. Donc, après commercialisation du médicament, pour un usage général, des médecins en exercice collectent des données sur l'efficacité et les effets indésirables fréquents ou peu fréquents. Des indications supplémentaires peuvent aussi émerger de ces données. D'autres essais thérapeutiques impliquant des groupes particuliers comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou allaitantes ou les patients atteints d'une maladie rénale ou hépatique peuvent être aussi réalisés. Enfin, des formes galéniques à libération modifiée, des voies d'administration supplémentaires ou encore des combinaisons de médicaments peuvent être aussi explorées. Le médicament commercialisé aura une première dénomination commerciale ou nom déposé ou encore marque déposée qui permet de le différencier en tant que produit fabriqué et commercialisé de manière exclusive par un fabricant donné, possédant un brevet. On lui donnera aussi une dénomination commune internationale ou encore nom générique particulier défini par l'OMS. Et enfin, des dénominations commerciales pour les médicaments qui seront fabriqués par d'autres laboratoires pharmaceutiques lorsque les droits de propriété intellectuelle auront expiré. Comme nous venons de le voir, l'un des objectifs principaux des différentes phases du développement d'un médicament est de s'assurer de l'innocuité d'un médicament et de la tolérance de ses effets indésirables. Un effet indésirable médicamenteux est une réaction nocive et non voulue se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic, le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique. Notre définition de l'OMS, les effets indésirables incluent aussi toute réaction résultante d'un usage abusif, d'erreurs médicamenteuses ou encore d'un produit défectueux ou de mauvaise qualité. Un autre terme est l'événement indésirable médicamenteux, défini comme étant tout événement indésirable impliquant un médicament, évitable, par exemple le résultat d'une erreur ou non, par exemple une réaction allergique inattendue chez un patient qui prend un médicament pour la première fois. Ces effets indésirables peuvent être influencés par plusieurs facteurs, certains liés aux médicaments tels que les associations médicamenteuses, la formulation galénique ou les modalités d'administration, et d'autres liés à l'individu, physiologiques, pathologiques, génétiques, atopiques et psychiques. Ces effets peuvent être classés selon la fréquence, la nature, le mécanisme de survenue, la prévisibilité ou encore la gravité. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il ne reste plus que 2 choses très importantes à introduire dans cette vidéo. J'essaierai de le faire aussi rapidement que possible. Alors tenez bon. Les 2 principales divisions de la pharmacologie sont la pharmacodynamie et la pharmacocinétique. La pharmacodynamie décrit l'action du médicament sur l'organisme, alors que la pharmacocinétique décrit l'effet de l'organisme sur le médicament. La pharmacodynamie est donc l'étude des effets des médicaments, d'abord en décrivant ce qu'ils font, puis comment ils le font. La plupart des médicaments, excepté ceux qui sont basés sur les gènes, ne confèrent de nouvelles fonctions à aucun système, organe ou cellule. Ils ne font que modifier le rythme de l'activité en cours, et ceci peut être représenté soit par une stimulation de l'activité, une dépression de l'activité,
un remplacement de l'activité dans le cas où les métabolites ou les hormones naturelles manquent dans les états de carence comme l'insuline dans le diabète sucré, ou encore une action cytotoxique sélective sur les parasites ou les cellules cancéreuses. Seule une poignée de médicaments agissent en vertu de leurs simples propriétés physiques ou chimiques. C'est l'exemple de l'iode radioactif ou les antiacides qui possèdent la propriété de neutraliser le HCl gastrique. Dans ce cas, le fait que l'iode soit radioactif ou que les antiacides aient un pH basique est suffisant pour accomplir leur fonction. La majorité des médicaments produisent plutôt des effets en interagissant avec des biomolécules cibles qui sont généralement des protéines, notamment des enzymes, des canaux ioniques, des transporteurs membranaires ou encore des récepteurs. Certains médicaments peuvent évidemment agir sur d'autres protéines ou des acides nucléiques. La pharmacocinétique aura pour but d'étudier le mouvement des médicaments administrés. Les étapes de pharmacocinétique sont résumées par le moyen mnémotechnique ADME. Un médicament administré devra d'abord être absorbé, puis passer du site d'administration vers le sang, et à partir de là, il sera distribué dans les tissus. Après sa distribution, le médicament sera métabolisé par certains tissus, notamment le foie, mais aussi le tube digestif, les reins ou les poumons. Ce métabolisme aura pour principal but de modifier les médicaments et les rendre un peu plus hydrosolubles, et il se fera en 2 phases. Les médicaments biotransformés seront enfin excrétés de l'organisme. Le métabolisme et l'élimination d'un médicament se font selon 2 principales cinétiques. Une cinétique d'ordre 1, caractérisée par une vitesse d'élimination ou de biotransformation proportionnelle à la concentration plasmatique. En d'autres termes, il existe une fraction constante de médicaments éliminés ou métabolisés par unité de temps. Donc si la concentration plasmatique d'un médicament augmente, la vitesse d'élimination augmente proportionnellement. L'onde cinétique est représentée par la cinétique d'ordre 0, caractérisée par une vitesse constante d'élimination ou de biotransformation, quelle que soit la concentration plasmatique. C'est-à-dire qu'une quantité constante du médicament est éliminée ou métabolisée par unité de temps. Dans ce cas, même si la concentration plasmatique du médicament augmente, la vitesse d'élimination reste constante. Toutes les étapes et les processus de pharmacocinétique impliquent un transport à travers les membranes qui peut être soit une diffusion passive, une filtration, un transport médié par des protéines ou encore un transport vésiculaire. Récapitulons. La pharmacologie est la science qui étudie les médicaments, qui sont des substances ou produits constitués d'une substance ou principe actif et d'excipients, et qui, lorsqu'ils sont administrés chez un organisme vivant dans certaines situations particulières, peuvent modifier ou explorer des systèmes physiologiques ou pathologiques. Les médicaments se présentent sous différentes formes galéniques ou médicamenteuses et ils sont administrés par différentes voies. Le but d'utilisation de ces médicaments est d'aider l'organisme à éliminer les différentes menaces externes et internes, à maintenir l'homéostasie et l'équilibre endogène ou encore à moduler les processus physiologiques. Le développement d'un médicament est un processus lent qui passe par plusieurs étapes. D'abord, une étape de découverte ou de recherche exploratoire, puis une étape préclinique, les essais cliniques qui passent par 3 phases, et enfin une 4e phase de surveillance post-commercialisation qui est une phase de pharmacovigilance. Malgré l'étude minutieuse du médicament durant toutes ces étapes, des effets indésirables peuvent tout de même survenir, et ces effets peuvent être classés selon la fréquence, la nature, le mécanisme de survenue, la prévisibilité ou encore la gravité. Enfin, une fois qu'un médicament est administré, il aura une action sur l'organisme qui sera étudiée par la pharmacodynamie et il subira à son tour l'action de l'organisme décrite par la pharmacocinétique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux et à la prochaine.